Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte, votre podcast sur la pop culture où on parle de choses qu'on a aimées. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Et oui, encore moi, toujours moi. Encore toi, toujours toi, et surtout en pleine forme et avec un sujet original. Dans cet épisode, on va pas vous faire une dualité de sujets, on n'a pas une thématique précise qui était prévue d'être abordée, mais par contre, tu as un dossier de prévu pour nous parler de ta passion cachée, Guillaume, qui est celle de Minecraft et plus précisément de l'auto-hébergement de serveurs sur Minecraft. J'ai l'impression que tu vas nous donner des recommandations assez didactiques pour découvrir ce jeu. Ouais, effectivement, c'est assez marrant parce que je sais, alors oui, Minecraft, oui, ce nouveau petit jeu inconnu sorti il y a 10 ans, vendu à peu près 100 millions d'exemplaires, ouais, c'est vrai que c'est très très paraculte. Ça vient de sortir. Je sais. Mais bon, d'une part, moi j'ai bien aimé, donc déjà ça suffit. Et surtout, c'est vrai que j'aimerais parler du côté multijoueur, donc un serveur et modding aussi, et puis auto-hébergement de Minecraft. Donc je vais pas insister sur le jeu lui-même que tout le monde connaît plutôt bien, je suppose. Hein. Bon, alors, je suis peut-être obligé d'en dire 2 mots quand même, juste pour dire pourquoi c'est cool, j'ai l'impression. Bah, tu connais toi-même Minecraft, tu y as un petit peu joué, tu m'as dit, peut-être pas très longtemps. Je l'ai testé comme plusieurs personnes, je crois, et j'ai toujours ces souvenirs de creuser, d'essayer de savoir jusqu'où tu peux creuser. Mais j'ai toujours été un peu désarçonné parce qu'au-delà de l'effet découverte où tu construis des choses et où tu creuses, j'aime bien creuser. Au-delà du fait que tu construis et que tu creuses, j'ai toujours été assez rapidement déçu par les mécaniques de jeu, tu vois, où il y a des monstres qui viennent te voir, etc. Je trouve pas ça hyper captivant. Le scénario est pour moi pas incroyable. Ouais. Et donc je pense que je passe à côté d'une partie du jeu, mais c'est justement très bien que je puisse mieux découvrir ce que tu en fais. Bah écoute, Minecraft c'est un jeu bac à sable, hein, donc effectivement tu fais justement ce que tu veux, donc évidemment il n'y a pas des masses de scénarios. En fait ça se divise globalement en 2 modes, hein, donc il y a un mode de construction qui est totalement libre, et puis un mode survie. Donc le mode survie c'est un vrai jeu d'aventure en fait, hein, t'es largué en slip dans un monde immense, il y a des tas d'ennemis, des ressources, il faut survivre jour après jour et nuit après nuit hein, surtout. Donc il y a des trésors, des secrets, il y a des dimensions parallèles, et il y a quand même un objectif ultime, donc qui est d'aller dans l'Ender. Hein. Chaque partie est un récit différent en fait. Donc Minecraft, il est unique, enfin il était unique surtout à sa sortie, bien entendu, bon maintenant ça a un peu changé, mais effectivement c'était un type de jeu unique à l'époque, dans ce qu'il prend, si tu veux, le contre-pied des jeux habituels. Donc dans un jeu vidéo, en général tu mets énormément d'efforts pour rendre très réaliste une situation très spécifique, dans des endroits très spécifiques, hein, vraiment. Mais du coup, t'es dans un décor de cinéma, ni plus ni moins, tu vois, c'est dans un jeu de caisse, le circuit il est magnifique, ta voiture elle est à tomber par terre, mais voilà, imagine Gran Turismo, moi dans Gran Turismo je peux pas me garer, sortir de la voiture, aller cueillir une fleur, faire un trou à un autre endroit et la planter, tu vois. Tu peux pas planter un arbre au bord du chemin et il va pas pousser pour me faire de l'ombre. Non, c'est pas possible. Dans un jeu de voiture tu conduis et tu vas là où on te dit et c'est tout. Minecraft est à l'opposé de ça. C'est-à-dire que tu es totalement libre, tout ce qui est autour de toi est interactif et modifiable. Chaque plante, chaque animal, c'est une mécanique de gameplay différente, et Minecraft, en fait, c'est un vrai petit monde cohérent qui a ses propres règles. Alors évidemment, pour qu'un monde virtuel complet et cohérent puisse tourner sur un PC, et préférentiellement sur une majorité de PC, il faut faire des concessions, d'où l'idée de limiter la précision de la simulation, si tu veux, en ne manipulant que des gros cubes, des entités en 3D, pas très détaillées non plus, voilà, comme les animaux, ce genre de trucs. Alors c'est simple, hein. Minecraft c'est Matrix, vraiment, mais avec une précision de l'ordre du mètre. Donc c'est un petit peu moins précis évidemment que Matrix, hein, un petit peu moins réaliste, mais c'est la volonté quoi. Et donc à chaque partie, Minecraft va créer un monde de manière procédurale, hein, selon un algorithme qui est extrêmement complexe, hein, qui prend en charge des dizaines de biomes différents. Donc c'est en fait une fonction de bruit multi-échelle, un bruit de Perlin, enfin je sais pas si c'est exactement un bruit de Perlin, mais c'est un petit peu le même principe. Donc tu as une sorte de bruit multi-échelle comme ça qui forme le terrain, puis après le jeu rajoute des déserts, des forêts, des montagnes, des banquises, des jungles, des champs de tournesol, des prairies avec des chevaux, des savanes, plein de choses. Et tout ça évidemment se fait aussi en volume, c'est-à-dire que tu peux effectivement creuser, et tu trouveras des cavernes, des grottes, des mines abandonnées, et il y a aussi donc d'autres dimensions, parce que là je parle que la dimension normale en fait, mais il y a aussi des dimensions, il y a 2 autres dimensions, donc il y a le Nether et l'Inde, et les mondes générés en fait sont virtuellement infinis. Alors évidemment à la précision de la machine près, puisque l'algo bug à un moment, c'est ce qu'on appelle les Farlands. Donc en gros un monde de Minecraft c'est environ 60 000 km par 60 000 km, donc c'est grand. Hein, ça fait déjà un beau volume, ouais. Oui, ça fait largement plus grand que la surface de la Terre en fait, hein, c'est plus grand que la surface de Neptune.
Donc en gros, c'est virtuellement infini, quoi, voilà, tout simplement. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez le jouer à plusieurs. Et à plein même, en fait. Un monde peut être partagé par des dizaines de joueurs, donc ensemble, ou chacun dans sa zone, en coopératif ou en compétitif, tout est libre. Et c'est vrai qu'en ces temps de confinement, un monde Minecraft, c'est donc plus qu'un jeu, en fait, c'est un lieu. C'est pas le seul, évidemment, les jeux en ligne, c'est pas nouveau, bien sûr, mais le fait de pouvoir modifier le monde librement, c'est quand même un atout pour se l'approprier, quelque part. Tu vois, tu te fais un petit chez toi, tu te fais ta petite zone. Après, tu peux voyager, bien sûr, peut-être plusieurs petites zones, mais il y a vraiment un côté, tu t'appropries le monde, tu le connais, etc. Et tu peux faire ce que tu veux dedans, effectivement. Alors, ça peut être vraiment n'importe quoi, tu peux taper du squelette, tu peux construire des trucs, tu peux explorer, tu peux faire des chemins de fer, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, il y a un petit côté, tu peux traîner avec tes potes là-dedans et t'amuser. Et bien entendu. Oui, le point justement, c'est tu parles de t'y amuser avec tes potes. J'ai le sentiment que c'est quand même un jeu qui est pensé pour l'expérience quand même plutôt individuelle. Tu vois, je compare avec des jeux de rôle massivement multijoueurs sur lesquels il y a une interaction permanente avec les autres et à la limite c'est même le cœur même du jeu. On est d'accord que Minecraft, ça reste à la base, en tout cas, une expérience très individuelle. Non, je vois pas pourquoi en fait. D'accord. Okay. Alors tu dis ça parce qu'il n'y a pas de classe en fait et qu'il n'y a pas forcément de complémentarité qui soit organisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complémentarité organisée dans le sens où t'as pas quelqu'un qui est fait pour attaquer, l'autre qui est fait pour soigner, etc. C'est vrai. Par contre, le truc c'est que cette spécialisation, tu peux tout à fait la décider. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, peut s'occuper d'aller chercher des ressources. Donc, tu sais, dans Minecraft, tu peux faire de l'agriculture. Tu peux élever des bêtes, tu peux planter des trucs, tu peux couper du bout, tu vas couper du bois, tu peux récolter évidemment des trucs dans les mines, donc en gros si tu veux, tu peux très bien organiser toute une chaîne logistique en réalité dans Minecraft, c'est-à-dire que tu peux parfaitement décider que quelqu'un est à la mine et fasse remonter ce qu'il trouve par un petit wagonnet qui revient et qui soit pris par d'autres gens qui s'en servent pour construire des trucs, etc. etc. Et évidemment, il y a des gens qui peuvent être préposés à l'agriculture par exemple pour faire de la bouffe, etc. Donc en fait, le jeu est façonnable, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu choisis d'être, dans un MMORPG, tu choisis au début d'être un healer, tu vas healer, quoi. Dans Minecraft, tu choisis ce que tu veux faire au moment où tu veux le faire, Si à un moment t'as pas envie de descendre dans une grotte parce que, t'as plutôt envie d'être à l'air libre, tu peux aller balader, tu peux aller dans une ville faire du commerce avec les villageois, et puis revenir avec des trucs qui sont utiles à la communauté, quoi, tu vois. Ok. Donc en fait, non, c'est au contraire, la liberté totale permet de définir les rôles comme on veut. Et bien entendu, tu peux aussi faire du PVP. C'est-à-dire que tu peux très bien te retrouver à 3 sur une carte, et en mode chasse à l'homme, par exemple, tu vois, il y a absolument aucun problème. Il y a même des modes qui organisent ce genre de truc, et parce qu'après, évidemment, il y a tout le côté mode, finalement. D'ailleurs, cette liberté, évidemment, c'est ce qui explique que Minecraft soit joué plus que jamais, après 10 ans d'existence. Alors, le jeu a reçu autant de mises à jour, bien sûr, que d'années. À chaque fois, il rajoute des mécaniques supplémentaires. Donc 10 ans de mise à jour, 10 ans de mode aussi, et une communauté qui est incroyable, et qui produit des maps, des schématiques, des modules, tout ça qui sont d'une complexité qui est parfois absolument vertigineuse. Donc Minecraft se joue en multi de 2 manières. Donc en LAN, en LAN, il n'y a rien à dire, Voilà quoi, il faut être sur le même réseau, c'est tout. Donc tu peux ouvrir ta partie en LAN et tu joues comme n'importe quel jeu en LAN. Donc je vais me concentrer plutôt sur la seconde manière, en ligne, via un serveur. Alors c'est une fonction qui est incluse directement dans le jeu. Ça peut être, évidemment, ça peut être assez facile puisque c'est la fonction Realms, au royaume. Donc Realms, c'est un service payant qui vous permet de louer un serveur chez Mojang pour héberger votre monde et le partager avec vos potes. Donc il y a aussi quantité de services tiers qui proposent des locations de serveurs. En général, c'est pas gratuit, c'est normal. Mais est-ce qu'il serait possible d'auto-héberger votre serveur Minecraft ? C'est-à-dire chez toi, chez toi, ton monde, ta machine. La réponse est oui, et puis c'est pas très compliqué en plus, et ça demande pas non plus un matos de fou. Ça c'est génial. Alors je vais parler de Minecraft, mais en fait il existe une foule de jeux dont vous pouvez héberger des jeux dans votre salon. Littéralement, il y a une foule de trucs, donc il y a Rust, Avorion, Terraria, Ark, il y a Arma, Quake, Chivalry, Don't Starve, Team Fortress, Starbound, j'en passe et des meilleurs. Donc il y a un outil Linux qui est incroyable, qui est pour automatiser l'installation de serveurs de jeux sous Linux. C'est Linux Game Server Managers, ou Linux GSM, et donc ça vous permet d'automatiser un certain nombre de trucs pour les jeux que j'ai cités et bien d'autres. Et après, bien entendu, il faut chercher, si vous voulez faire autrement.
Est-ce que ça fait comme Docker, mais pour des serveurs de jeu, grosso modo, si j'essaie de schématiser le fonctionnement? Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Ça automatise effectivement le téléchargement des serveurs. Alors, le serveur, en fait, c'est le logiciel qui écoute et qui répond aux sollicitations, aux appels réseau des clients, quoi. Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut se mettre donc, sur une machine qui n'a pas d'écran. Donc, votre serveur, c'est une machine que vous branchez juste au réseau. Voilà, il n'y a pas besoin d'écran ni rien. Donc, vous lancez. Alors, là, j'ai dit sur Linux, mais en fait, si vous avez peur de Linux ou que vous ne savez pas utiliser Linux, vous pouvez très bien faire ça sous Windows aussi. Ça marche aussi bien. Alors, est-ce qu'il faut des ressources particulières? Tu disais que ça ne demandait pas forcément des machines de fou, mais je me dis qu'il faut plus qu'un Raspberry, par exemple. Plus qu'un Raspberry, pas forcément. Ça dépend un petit peu de ce que tu fais. Alors, d'ailleurs, on va quand même repartir sur le principe d'héberger un serveur Minecraft. C'est comme héberger tout serveur chez soi. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il faut une machine que vous allez dédier à ça, que vous allez laisser allumer H24, si vous voulez que le service soit disponible à n'importe quel moment, bien sûr. Vous allez le brancher en filaire à votre routeur. Et en filaire, c'est mieux. C'est possible aussi de le faire en Wi-Fi, mais enfin bon, en filaire, c'est quand même vraiment mieux. Donc évidemment, il faut installer le logiciel du serveur sur la machine et vérifier que tout va bien avec ton firewall, qui peut se connecter, tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, il se passe rien, évidemment. Oui, parce que ton réseau domestique, c'est un réseau privé, donc c'est un intranet qui est protégé de l'extérieur par ta box. Et ta box, en fait, c'est la seule à avoir une IP publique. C'est-à-dire une IP sur le vrai Internet. Donc il faut demander à ta box de faire suivre le trafic réseau qu'elle voit arriver et qui correspond au service que tu veux sur ta machine. La machine serveur que tu vas dédier à ça. Donc pour ça, il existe un système de port. Donc le port, c'est tout simple, c'est un numéro qui permet de différencier les services. Donc le numéro 80, c'est pour le service web, le numéro 22, c'est pour le service SSH, et pour Minecraft, c'est le service 255.65. 25565, si vous préférez, en l'occurrence. Enfin, ça, c'est par défaut, mais bon, avec la configuration des ports, tu peux même héberger plusieurs serveurs sur une même machine. Il suffit de configurer les ports sur le serveur. Donc, globalement, voilà, on va rester simple, il faut aller dans les réglages de ton routeur. Donc, tu commences par donner une IP fixe à ta machine serveur. C'est quand même mieux. Tu fais un réglage NAT qui forward le port 25565 sur cette machine, et c'est tout. Avec ça, si tu connais l'IP, donc ton IP global, l'IP global de ta box, c'est un truc que tu peux savoir avec un service web comme What's My IP par exemple, sur ton navigateur, tu peux déjà héberger un monde où les gens se connectent avec ton adresse IP, etc. Ça marche très bien. Je voudrais insister parce que c'est un sujet que j'ai été amené à faire à plusieurs reprises, pas pour des serveurs de jeux, mais pour des services que je voulais mettre à disposition sur Internet. Franchement, si vous avez le sentiment que c'est compliqué, ça l'est pas tant que ça. Et allez regarder. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que ça va dépendre de votre routeur, ça va dépendre de votre box, ça va dépendre de ces services-là pour savoir grosso modo où est-ce qu'il faudrait cliquer. Mais tout ça est quand même hyper accessible. Et je sais que ça fait souvent très très peur à plein de personnes qui sont pas technophiles, mais c'est pas compliqué et ça mérite de prendre le temps d'y regarder. Et la redirection de port, c'est super simple. C'est simplement des échangeurs. Vous dites à votre box quand vous recevez des informations avec le port tel numéro, il faut que ça aille sur telle machine. Et en fait, c'est presque juste ça, je dis pas de bêtises, c'est quand même assez simple finalement. Oui, après, ça dépend de l'interface du routeur, parce qu'il y a certaines boxes qui rendent ça plus simple que d'autres en réalité. Il y en a qui sont un peu obscures. En général, c'est vrai que, par exemple, pour donner une IP fixe à une machine, donc c'est important que la machine ne change pas d'IP, c'est quand même plus pratique. Ça, il y a des boxes qui le font automatiquement, si tu veux, ou alors parfois il faut passer par l'adresse MAC. Enfin, ça dépend un petit peu des boxes, mais en général, c'est pas très compliqué. Et de toute façon, toutes les boxes auront un réglage NAT, donc c'est network, on s'en fout. Donc, le truc, c'est que le réglage NAT, si tu veux, ça permet effectivement de rediriger le trafic avec les ports. Ça, c'est le plus important, parce que c'est ça qui va relayer le trafic sur ton serveur. Il y a quand même un élément aussi qu'il faut rajouter, là, parce que là, pour l'instant, en fait, il faut se connecter à votre routeur en utilisant l'adresse IP de votre routeur, justement. Donc ça, c'est pas très pratique. Qui peut changer, en fait. Et elle peut changer, tout à fait. Si vous rebootez votre box, il y a de fortes chances que votre IP change. Est-ce que tu vas nous recommander DNS ? Oui, alors il est plus pratique effectivement de passer par un service de nom. Un service de nom, c'est un service qui associe un nom à l'adresse IP de ton routeur, même si elle peut changer. Alors ça veut dire que ton routeur, en fait, il va communiquer avec le service de nom et il va lui dire quelle est son adresse IP régulièrement. Donc il y a beaucoup de routeurs qui sont compatibles NoIP ou DNS, effectivement. Dans tous les cas, il faut créer un compte et un domaine sur NoIP,
enfin sur le service que vous avez donc choisi, et donc vous allez l'associer dans les réglages de votre routeur. Donc dans les réglages de votre routeur, vous allez dire voilà, je suis sur NoIP par exemple, j'ai tel mot de passe, enfin, j'ai tel ID, tel mot de passe, et votre box va se connecter au service et va lui dire voilà, c'est ce compte-là, ça correspond à ce nom-là. Donc par exemple, ce sera votre nom, je sais pas, poupouille24.noip.mi, voilà, ou paraculte.noip.mi si c'est disponible, et voilà, ça doit être associé à telle adresse IP qui est mon adresse IP à moi. Voilà, ça c'est la box qui va le dire à NoIP, et du coup quand vous allez, quand vos potes vont écrire paraculte.noip.mi, ils vont aller sur NoIP, NoIP sait que votre box a telle adresse IP, et elle va lui relayer le trafic, ce qui permet, enfin, elle va relayer le truc, ouais, donc ça permet effectivement de se connecter chez vous via paraculte.noip.mi et pas par, je sais pas moi, 111, 27, 33, 55, quoi. C'est quand même un petit peu plus simple. Et donc, au passage, c'est comme ça que fonctionnent tous les noms de domaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez sur techcafé.fr, google.fr ou que sais-je. C'est comme ça que ça marche. Alors, c'est pas des services comme dit DNS ou NoIP, mais grosso modo, il y a toujours cette association entre un nom de domaine et toujours in fine une adresse IP d'un serveur. Donc, ça vous permet en plus de comprendre comment ça marche. C'est le DNS, effectivement. Là, c'est un DNS dynamique, c'est-à-dire que l'adresse IP qui est associée au nom peut changer, et c'est le routeur qui le dit. Alors, juste, il y a NoIP, DNS, tout ça, c'est des choses qui peuvent être payantes. Hein. Si vous voulez plusieurs noms de domaine, ce sont des choses qui sont en général payantes, mais souvent, il y a des options gratuites, et ces options gratuites, elles sont pas très, très contraignantes. Hein. NoIP, par exemple, vous demande de renouveler. Donc, en fait, il vous demande de cliquer sur un lien tous les mois. Voilà, chaque mois, il vous dit, si vous cliquez pas sur le lien, ça meurt. Bon, donc vous cliquez sur le lien et c'est une repartie pour un mois. Bon, il y a des options, c'est vous qui voyez, c'est pas très compliqué non plus. Et bon, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire NoIP, les adresses NAT, tout ça, tout ça, en fait, c'est pareil, effectivement, que ce soit pour un routeur Minecraft, n'importe quel autre jeu que Minecraft, ou un service comme OnCloud, ou du SFTP, ou que sais-je, voilà, c'est valable pour tous vos projets d'auto-hébergement, en fait. Donc, ce que vous faites chez vous. Si vous faites un serveur Plex chez vous, par exemple. Oui, c'est vrai, toi, c'est vrai que tu aimes beaucoup Plex, effectivement, donc oui, c'est toujours effectivement la même chose. Bien sûr, les ports changent, le plus important, c'est de connaître quel port il faut, et bien entendu, il faut configurer correctement le logiciel serveur sur votre machine, la machine que vous allez dédier à ça, quoi. Donc pour le Minecraft en particulier, moi je vais pas rentrer dans le détail de l'installation sur Linux ou Windows, et d'ailleurs c'est la même chose, puisque il se trouve que pour Linux les programmes sont en Java, donc en fait ça fait aucune différence. Tant que vous avez un runtime Java sur l'un ou sur l'autre, ça roule, ce sont même exactement les mêmes logiciels, ce sont des genres, hein. Donc il y a un runtime à jour avec un serveur à jour et un OS à jour. Alors attention, quand même, votre machine va devenir publique sur Internet. N'importe qui sur le réseau Internet va être susceptible de s'y connecter. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que toute l'API de logiciel doit être à jour. Il faut bien voir que seuls les ports nécessaires doivent être forwardés vers votre serveur, et toute l'API de logiciel doit être à jour, du serveur jusqu'à l'OS. Parce que, si jamais il y a une faille, c'est un truc qui est, c'est quand même une ouverture dans votre firewall, hein, puisque votre box fait firewall, donc c'est quand même une ouverture, et il faut que ce soit le plus sécurisé possible. Et il serait naïf d'ailleurs de se dire ouais mais je fais ça dans mon coin, qui va s'en rendre compte? Sachez qu'il y a des petits malins qui scannent un petit peu les ports de toutes les machines de manière automatisée. Il y a ce qu'on appelle des port scanners effectivement qui permettent sur des volets d'IP, donc c'est des trucs systématiques, hein. Vous prenez toutes les IP d'un domaine ou toute une classe d'IP et vous scannez les ports libres. Et quand vous trouvez un port libre, vous essayez de vous y connecter, ou vous essayez d'envoyer des paquets qui font des bugs, qui exploitent des vulnérabilités. Ça c'est très courant, et si vous avez par malheur un truc qui est ouvert, par exemple, je sais pas, le port FTP qui est ouvert, et que vous avez un truc pas à jour et que vous avez une vulnérabilité sur FTP, quelqu'un peut rentrer dans votre machine, peut se faire comme chez lui, quoi. Il rentre dans votre machine, il devient root sur votre machine, et après il a accès, attention, à l'intégralité de l'intérieur de votre réseau domestique. Donc il peut très bien venir de votre serveur Minecraft sur votre ordinateur sans aucun problème. Donc il faut quand même le savoir. Si tout est à jour, il y a peu de chances que ça arrive, hein, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut que je dis, mettez tout à jour et maintenez tout à jour quand vous avez un serveur qui est évidemment comme ça mis en public, quoi. La base.
Oui, c'est un petit peu ça. Alors vous vous demandez peut-être d'ailleurs comment se fait l'authentification sur un serveur Minecraft. Bon, après ça, c'est le serveur Mojang qui s'en occupe. Donc à moins que d'aventure vous utilisiez le mode offline du serveur, auquel cas il y aura des précautions supplémentaires à considérer, mais sinon c'est le serveur officiel Mojang tout simplement qui s'occupe de l'authentification de tous les joueurs Minecraft, et donc sur votre serveur ça sera pareil. Oui, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je précise une chose. Je parle ici de la version Java de Minecraft. Oui, parce qu'on est obligé de préciser qu'il y a deux Minecraft en fait. Il y a la version Java, qui est la version historique, et qui tourne uniquement sur PC, et puis il y a la version Bedrock, qui est celle qui tourne sur toutes les plateformes, en particulier les consoles, et qui est elle sur le store Microsoft. Alors, vous me demandez pourquoi la version Java ? Parce que la version Java, c'est celle qui possède les serveurs les plus stables, les plus modulaires, et que la version Java, elle peut être modée de tous les côtés, et qu'elle offre une liberté exceptionnelle. Et parce qu'elle est là depuis très longtemps, en fait, tout simplement. Et donc le nombre de customisations possibles est complètement vertigineux, quoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, tu me demandais quel matos tout à l'heure. Oui, quelle ressource il faut, quelle machine ? En fait, je dirais que pratiquement n'importe quel PC, ou Mac d'ailleurs, fera l'affaire. J'ai testé sur un Raspberry Pi 3, pour de vrai, hein. et ça marche, mais c'est vraiment très limite. C'est vraiment très limite. Donc en pré-générant le monde à l'avance, c'est parce que c'est le plus lourd en fait, la pré-génération du monde, ça peut passer sur pratiquement n'importe quelle patate. Mais bon, disons que un PC bureautique peut faire l'affaire, tant qu'il a plus de 2 Go de RAM. Donc en gros, 4 gigaoctets et un double cœur, parce qu'en fait Minecraft n'est pas très bien threadé de toute façon, donc c'est pas la peine d'avoir des milliards de cœurs. Donc 4 Go et un double cœur, ça fait un serveur très correct, vraiment. Hein. Donc dans l'idéal, un quadricœur avec un petit SSD, mais c'est rare de toute façon que le monde dépasse quelques gigaoctets de taille, donc en fait c'est pas la peine d'avoir un très gros disque dur. C'est bien d'avoir un SSD, quand même, comme toujours. C'est pas la peine de sortir le rack avec 2 Xeon, hein. C'est vraiment pas la peine d'avoir un énorme processeur, un processeur correct, mais même un truc que vous sortez du placard, un Core de Duo à 2 GHz avec 4 Go de RAM et un disque dur un peu rapide, avec ça vous hébergez, je sais pas, 5-10 personnes. Je sais là, Guillaume, il y en a qui t'écoutent et qui ont en tête l'ordi qu'ils ont dans le placard qu'ils n'utilisent plus, qu'ils n'osent pas revendre parce qu'il vaut pas assez cher, ils veulent pas le jeter non plus. Vous allez lui trouver une seconde vie avec ça, vous allez voir. Ouais. Alors attention, et le fait est effectivement que le disque dur quand même, bon, mais si vous allez streamer en fait le monde au fur et à mesure, oui, il y a quand même une petite remarque. La qualité de connexion est quand même importante avec Minecraft, parce que Minecraft est assez particulier en tant que jeu en ligne. De par sa nature même, parce que Minecraft consomme plus de données qu'un jeu online moyen. Parce qu'en général, il faut voir qu'un mode de jeu vidéo est fixe. Tu vois, et la seule chose que le serveur finalement est à stocker et à synchroniser, c'est la position et les propriétés des entités mobiles, c'est-à-dire les joueurs, les mobs, les NPC, etc. Avec Minecraft, c'est pas vrai, parce que le monde est totalement modifiable. Donc les clients ne stockent pas le monde du tout. Donc en plus des entités mobiles, le serveur va stocker et streamer le monde visible autour de chaque joueur à la demande. Donc ça va demander un surcroît de bande passante, surtout si les joueurs sont éclatés aux 4 coins de la map. Tout ça pour dire qu'il faut quand même prévoir un minimum de débit en upload. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, héberger un service réseau quel qu'il soit en ADSL, c'est chaud. C'est suicidaire. C'est chaud. Voilà, donc Minecraft comme le reste, l'ADSL, pour héberger des trucs, c'est vraiment trop chaud, quoi. Donc grosso modo, ce que je recommanderais, c'est un truc qui a un peu de RAM quand même, parce qu'en gros, un serveur moyen, c'est 2 Go, s'il est modé, peut-être 4 Go. Donc voilà, donc 3 Go de RAM pour avoir l'OS avec. Et un disque dur un peu rapide, si le disque dur est vraiment trop long, ça pourrait se sentir. Mais bon, encore une fois, c'est pas la peine non plus de sortir le rack professionnel. Voilà, ça peut passer sur un PC assez modeste. Ok. Et donc voilà, alors... Après, maintenant vous avez la machine, donc le serveur lui-même, le logiciel, là c'est là qu'on rentre dans le dur en fait du sujet, puisqu'il existe en fait plus d'une demi-douzaine de serveurs différents, qui ont tous leur avantage propre en fait. Alors à la base évidemment il y a le serveur Vanilla qu'on appelle, le serveur... c'est le serveur qu'on trouve tout simplement sur le site minecraft.net, donc c'est un simple fichier jar. Jar c'est une archive Java exécutable, donc exécutable par le runtime Java bien entendu, qu'il va falloir installer sur le PC. Et donc, quand vous le lancez, que ce soit sur Windows ou sur Linux, c'est exactement pareil, ça va activer un serveur Minecraft sur ta machine. Donc en général, voilà, c'est au moins 1 giga de RAM libre, et plus c'est quand même mieux, disons dans les 2 gigas, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'interface graphique. Il crée au premier démarrage des fichiers de configuration que tu pourras modifier ensuite,
et un monde qui dans lequel tu peux sauter quoi directement. Et en fait c'est bon, hein, vous pouvez vous arrêter là. Voilà, vous donnez l'adresse de votre serveur à vos potes, et puis c'est fini. Alors, ce serait dommage de s'arrêter là, parce qu'il y a bien plus en fait. Parce que Minecraft, c'est quand même un des jeux les plus customisables du monde. Voilà, tu peux changer plein de choses. Alors déjà, évidemment, tu peux changer les textures des éléments du jeu. Donc c'est les ressources packs, hein. Donc ça c'est de l'interface du jeu directement, c'est extrêmement simple. Mais tu peux aussi améliorer le rendu graphique. Alors Guillaume, tu peux rendre le jeu beau. Oui, je sais Guillaume que tu as été un petit peu, voilà, tu as eu un petit recul face à la présentation qui est un petit peu simple, ouais, il faut avouer, hein, de Minecraft. C'est vrai que le mode graphique par défaut de Minecraft, bon, on aime ou on n'aime pas, mais tu peux complètement changer ça. Alors, tu peux l'améliorer en fait en modant ton client. Donc, en fait, j'appellerais le client, hein, le jeu qui est sur ton PC, tout simplement. C'est pour le différencier du serveur, qui, lui, peut être évidemment ailleurs, donc dans ton salon ou en Tchécoslovaquie, hein, mais en tout cas ailleurs. Donc, parce que Minecraft, en fait, a une architecture client-serveur, même quand tu joues en solo sur ton PC. Donc, le client, sauf que, bon, bah, si tu joues en solo, le client et le serveur sont sur la même machine et la distinction est superflue. Ouais. Mais bon, c'est la même chose, en fait. Donc, quand vous jouez online, votre jeu devient client. Donc en gros, il affiche un monde qui est généré et simulé par le serveur. Donc le serveur s'occupe de tout gérer, pratiquement, hein, et le client, finalement, ne fait qu'afficher. Alors, les modifications client portent donc sur l'affichage, ou l'interface, la plupart du temps, ou rajoute des assets graphiques. Alors, comme mode client indispensable, il y a soit Optifine, soit Sodium. Alors, Minecraft est très très mal optimisé, graphiquement parlant, de toute façon, de base. Alors, il affiche des graphismes simples, mais il se démerde pour le faire très mal. C'est vraiment terrible, quand même. Ah oui, non, mais c'est clairement vraiment terrible. C'est moche et c'est mal fait. Voyez. Ah oui, non, mais la version Java, c'est vraiment très, très, très mal optimisé. Et alors, Optifine est ultra connu. C'est un mode qui permet de donner un rendu moderne à Minecraft. Alors, quand je dis moderne, c'est vraiment comme un jeu PS4, quoi. C'est-à-dire, il y a des ombres, des réflexions, des effets de matière, de texture, des couchers de soleil magnifiques, des nuages volumétriques. Enfin, c'est vraiment incroyable. Au risque d'avoir besoin d'une machine plus puissante, du coup. Évidemment, évidemment. Donc, en fait, vous installez Optifine, tout seul, il accélère le rendu graphique et permet d'avoir des options supplémentaires, mais il faudra aussi installer des shaders. Donc, des shaders, donc, ils font des effets de shading. Hein. Donc, c'est-à-dire, ce sont des petits fichiers zip qui contiennent un certain nombre de shaders qui vont s'occuper d'éclairer le monde de Minecraft de manière réaliste, plus ou moins réaliste, plus ou moins esthétique. Enfin, en tout cas, il y a toute une variété de rendus possibles à Minecraft qui peut être plutôt cartoon, plutôt spectaculaire fantasy, plutôt ultra réaliste. Et évidemment, ils seront plus ou moins lourds, donc ils peuvent rendre le jeu absolument magnifique, hein, parce que Minecraft peut vraiment être très très beau. Il peut y avoir des couchers de soleil magnifiques sur les montagnes, etc. Bon, il y a vraiment des effets comme des light shafts, des effets de volume et de brouillard de lumière et de brouillard volumétrique, qui sont vraiment très très jolis. Pour ça, il faut des shaders qui sont un petit peu costauds, et donc il faut des machines qui soient un petit peu, évidemment, puissantes. Voilà. Si vous avez une carte graphique puissante, Optifine est indispensable, clairement. Mais si au contraire, vous avez une carte intégrée de base, et donc vous n'avez pas de carte graphique, vous pouvez jouer donc avec les versions Minecraft de base, qui demandent très peu de ressources, mais il faut le modder quand même. Parce que rien n'est pire que le jeu de base. Et donc, d'ailleurs, au passage, le jeu sur console, c'est le jeu de base sans aucune modification. Donc c'est le pire. Le jeu sur console, non, le jeu sur console, c'est Bedrock, c'est la version Bedrock. Donc la version Bedrock, c'est une version native, c'est pas une version Java, donc c'est une version qui est compilée sous du C++ ou du C dièse, et du C++ probablement. Et en fait, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire que le jeu est beaucoup plus rapide en fait. Hein, le jeu est beaucoup mieux optimisé sur console, mais le rendu c'est le même visuellement que le rendu de la Java de base. Et il est figé dans le sens où, voilà, évidemment sur console, vous pouvez pas ajouter de shader. À noter que la version Bedrock bénéficie pour les chanceux qui ont des cartes RTX d'un mode ray tracing qui en fait fait ce que font les shaders mais de manière vraiment réaliste, c'est-à-dire que pour le coup vous avez vraiment du ray tracing, c'est-à-dire vous avez vraiment de la lumière en direct, vous avez un éclairage réaliste avec des ombres, de l'illumination globale, des reflets dans l'eau, qui sont magnifiques parce que c'était ça. Qui sont complètement... dont t'avais parlé dans Tech Café. Oui, dans Tech Café, j'avais parlé effectivement de la version ray tracing de Minecraft Bedrock, qui n'existe pas sur Java. Mais sur Java, si vous voulez avoir des shaders très réalistes, il y en a. Et il y a même des shaders qui utilisent du path tracing. C'est les shaders de Sonic Ether, par exemple, qui sont
très très bien, mais que je ne peux pas utiliser, par exemple, parce que ils sont beaucoup trop lourds pour ma carte. Mais bon, voilà, vous pouvez quand même, il y a un très large choix de shaders pour toutes les cartes graphiques. Et si vous n'avez pas de carte graphique, je disais, il faut modder quand même, parce que oui, la version Java est très mal optimisée. Et il y a un mode qui s'appelle Sodium, qui est un mode fabrique, et qui littéralement triple le nombre d'images par seconde dans Minecraft, avec un rendu identique à la version Vanilla. Donc si vous avez un PC un peu juste, vous pouvez jouer à 60 FPS avec un PC... vous pouvez franchement jouer à 60 FPS avec une patate, avec Sodium, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, de toute façon, il faut vraiment modder le jeu, voilà, et donc Sodium est un mode qui est purement client, hein. Mais il y a aussi 2 modes serveurs, d'ailleurs, qui s'appellent Phosphore et Lithium. Et donc Phosphore et Lithium optimisent la physique, l'éclairage et l'IA, etc. Donc c'est utile sur un serveur, mais c'est aussi utile si vous jouez seul, puisqu'en fait, vous êtes autant client que serveur si vous jouez tout seul. Donc en fait, vous pouvez modder Phosphore, Lithium et Sodium pour les parties solo, en fait, c'est une bonne idée. D'ailleurs, bon, c'est là que commence la complexité, puisque j'ai dit mode fabrique, n'est-ce pas ? Et donc Kezako mode fabrique, en fait il y a 3 familles de modifications, de modes pour Minecraft. Donc d'une part il y a ce qu'on appelle les data packs. Les data packs pour un serveur vanilla officiel, c'est assez nouveau. En fait, ça date de la version 1.13, qui est donc de 2018, et ça va peut-être avoir raison des autres types de modes d'ailleurs. Donc en fait, tu mets juste un fichier zip dans le dossier data packs de ton monde. Et ça active des modifications. Donc Mojang ouvre la possibilité de presque tout modifier grâce à ça, donc les recettes, les structures, la génération du monde, le biome, tout. Okay. Le code du datapack shunt en fait celui d'origine. Donc c'est simple, c'est puissant, c'est encore un peu jeune, mais c'est vraiment très prometteur. Donc ça c'est une manière. Et donc d'autre part, il y a des modifications aussi du serveur Vanilla. Donc ça veut dire qu'on va modifier le code du jeu avec un loader qui permet de charger du code extérieur. Donc ces codes extérieurs, ce seront les fameux modes. Et là, il y a 2 types de modes. Il y a les modes fabrique et le mode forge. Donc ils vont juste différer par leurs API, tout simplement. Donc les modes ont accès à tout. Donc ils peuvent vraiment tout faire, aussi bien sur le client que sur le serveur, d'ailleurs. Donc Minecraft peut être totalement transformé. Donc si tu veux un MMORPG avec des dragons, pas de problème. Tu veux des châteaux géants, tu veux des îles qui volent, tu veux des armes à feu, il n'y a aucun souci. Tu veux organiser tu veux avoir, je sais pas, par exemple, un truc qui ressemble plus à SimCity, tu veux créer ta ville petit à petit avec tes propres NPC qui se défendent contre des hordes de barbares, il n'y a aucun souci, ça s'appelle Mine Colony. Tu veux avoir un Minecraft avec des immenses villes, des cultures différentes, tu veux pouvoir fabriquer tes propres bases, ta propre civilisation et aller faire des raids et taper les autres, ben ça marche aussi, ça s'appelle comment ça s'appelle ce truc-là ? Ça s'appelle Ancient Warfare, par exemple. Donc il y a vraiment énormément de gros modes et aussi une myriade de plus petits qui peuvent être utilisés comme ça. Il y a des modes qui génèrent qui changent la génération du monde, de Minecraft. Aussi, il y a vraiment énormément de choses, quoi. Effectivement, tu peux mettre des armes à feu. Enfin, c'est extrêmement large. Et bon, je vais quand même finir mon truc puisque j'ai dit qu'il y avait 3 types de modes. N'oublie pas. Et donc, il y a un 3e type de mode qui s'appelle justement les modules ou plugins. Et donc, ce sont des modifications qui sont de côté serveur uniquement. Et ces modifications, elles permettent de changer énormément de choses, mais elles sont plus orientées pro. Voilà, c'est à pro et administration. Donc, et pour ça, pour utiliser les plugins, il faut faire contre des serveurs réimplémentés, comme Spigot ou Paper. Alors, parce qu'il faut dire que le serveur officiel, en fait, c'est pas mal quand vous êtes 3 ou 4, quoi, et que tout le monde se connaît, tu vois. Mais imagine que ton serveur soit plus pro. C'est un truc public, avec des dizaines de joueurs que tu connais pas forcément. Voilà, toi et tes potes, tu construis un truc, t'es content. Bah, qu'est-ce qui peut être détruit par n'importe qui, en fait, ce truc. Donc un serveur Vanilla, il n'a pas de système de droit, il y a l'opérateur qui peut tout faire, et les joueurs qui peuvent rien faire, enfin, sauf jouer, évidemment. Donc, en gros, très tôt, il y a eu le besoin d'avoir un serveur qui soit plus configurable, et qui offre des outils plus pro, délimiter des zones, créer des factions, limiter la taille du monde, pré-générer le monde, tu vois, avoir des systèmes de permission, avoir plusieurs types d'utilisateurs, comme des joueurs, des invités, des modos, des administrateurs, des opérateurs, etc. Tout ça, et puis bon, évidemment, contrôler les mobs, contrôler les ressources, par exemple. Est-ce qu'on resupply les ressources ou pas, contrôler les backups. Et donc, c'est de ce besoin que est né Bookit,
CraftBookit, puis Spigot, et enfin Paper. Donc Paper, c'est dans 90% des cas le serveur recommandé, hein, parce que c'est le plus rapide, tout simplement. Spigot est plus ancien, plus compatible et plus fiable, ou qui est aussi largement utilisé d'ailleurs. Et Spigot et Paper donc, offrent donc plus de config que le serveur Vanilla de base, mais aussi la possibilité d'ajouter des modules, des plugins, hein, qui peuvent altérer presque tout, mais toujours côté serveur. Donc ça veut dire, par exemple, un plugin ne peut utiliser que les assets graphiques que le client possède déjà. Donc il ne peut pas lui en rajouter, à la différence des mods qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Mais qui peuvent aussi d'ailleurs requérir que le mode soit à la fois installé sur le client et sur le serveur, du coup, évidemment. Hein. C'est le cas des grands mods, par exemple. Si on prend le mode Ice and Fire, qui est le mode qui rajoute des dragons, et oui, il y a un mode qui rajoute des dragons, bien entendu. Il rajoute des dragons, il rajoute donc des nouveaux mobs, il rajoute aussi des hippogriffes, il rajoute des possibilités donc il rajoute des nouveaux matériaux comme les écailles de dragon ainsi que des nouveaux trucs à crafter. Mais ça, le problème, c'est que évidemment, si tu fais ça sur le serveur ne peut pas transmettre de nouveaux assets au client. Donc ça veut dire qu'il faut que tu modes ton client, Forge en l'occurrence, que tu installes Ice and Fire sur ton client, que tu installes Ice and Fire sur ton serveur modé, et comme ça, tout le monde est d'accord et tout le monde peut okay. Tout le monde peut, voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux te faire des trips Game of Thrones sans aucun problème, mais il faut que tout le monde soit modé avec les mêmes modes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les plugins, par contre? Alors les plugins, en particulier les plugins Spigot, hein, on peut faire quoi? On peut tout changer. On peut changer la durée du jour, par exemple, hein, si tu trouves que les nuits sont trop longues et les jours trop courts, ça se gère. On peut éviter qu'un creeper vandalise ta cathédrale toute neuve, mais autoriser certains autres mobs à faire du griefing ou pas, tu vois. Bon, il y a un plugin qui permet... C'est quoi du griefing? Le griefing, c'est quand un joueur ou un mob détruit une structure que tu as faite. D'accord, ok. Donc les creepers, ils explosent par exemple, donc évidemment ils font du dégât. Donc tu peux, même sur un serveur vanilla, tu peux désactiver tout mob griefing, je crois, mais oui. Mais par contre, si tu veux le faire sélectivement, il faut un plugin par exemple. Et pour les joueurs, c'est pareil. Pour les joueurs, tu peux délimiter des zones où que des joueurs de certaines factions ne peuvent pas toucher, etc. Donc de manière générale, il existe des plugins qui peuvent délimiter des zones à protéger de la destruction. Comme Prism par exemple. Donc, comme je disais, les plugins permettent aussi de pré-générer le monde. Donc ça, c'est comme Chunky, qui a pré-généré le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tes gaz balades, le monde en fait, le monde Minecraft en fait, il existe dans la graine à l'état latent. Je sais pas si peut-être un petit peu compliqué. Vas-y. En fait, donc le monde Minecraft, il est généré, donc j'ai dit, via une fonction de bruit multi-échelle comme ça. Cette fonction de bruit, elle se base sur un générateur de nombres aléatoires. Et ce générateur de nombres aléatoires, comme tous les générateurs de nombres aléatoires, évidemment, il n'est pas du tout aléatoire. Mais il a l'air d'être aléatoire, mais en fait, il itère sur une graine. Sur une graine du générateur. La graine du générateur, elle permet donc de caractériser le monde dans lequel tu vas. Donc deux graines différentes générant des mondes différents, et si tu remets la même graine, tu auras le même monde. Évidemment, sans tes propres structures. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeu va générer à partir de la graine le monde, donc il le génère par tronçon, comme ça. Et quand un tronçon est généré, en fait, ça devient de la donnée normale et tu peux le modifier. Donc ça veut dire que Minecraft existe finalement à l'état latent dans la graine, et après il est réalisé comme ça au fur et à mesure que tu te balades. Et quand il est réalisé, tu peux le modifier et donc rajouter des structures. Bon. Donc cette génération du monde, évidemment, c'est ça qui prend pas mal de temps à faire pour le processeur, et donc c'est clair que si tu prends un petit... C'est comme j'ai dit tout à l'heure, imagine que tu as... je sais pas, un corps d'audio comme ça que tu as trouvé dans le placard. Ouais. Bon, si vous êtes 4 et que les 4 demandent de la génération du monde, ça va finir par causer du lag. Ça va souffler. Ça va souffler un petit peu, évidemment. Bon, donc ça veut dire que soit tu as un PC puissant, soit tu pré-génères le monde. Une fois que le monde est pré-généré, en fait, il n'y a plus que le streaming finalement. Et donc c'est beaucoup plus simple aussi pour les trucs. Ça permet aussi d'être beaucoup plus déterministe, si tu veux, sur les performances de ton serveur. Donc Chunky permet de pré-générer en fait le monde de la taille que tu veux. Et d'ailleurs, c'est quand même très pratique. Quand même. Oui, bien sûr. Et après, il y a aussi des plugins qui permettent de limiter la taille du monde. C'est-à-dire qu'après, les gens ont des murs invisibles, comme ça, ils peuvent pas passer. Ça te permet d'avoir un total déterminisme sur la taille du monde, sur les capacités de ton serveur à encaisser 10 personnes, 20 personnes, etc. Donc c'est extrêmement utile.
Et bon, d'ailleurs, je parle des mondes, mais tu peux avoir plusieurs mondes parallèles. Et oui, des mondes parallèles et des portails pour aller de l'un à l'autre, hein, puisque tu peux générer des mondes Minecraft, tu peux en générer autant que tu veux, avec des règles différentes, et tu peux créer des portails pour aller de l'un à l'autre. Ça s'appelle Multiverse, c'est des plugins aussi, Multiverse Portal, que tu peux utiliser pour faire des portails. Si tu veux avoir une carte interactive de ton monde de façon Google Maps, pas de problème, c'est DinMap, ça s'appelle. Et voilà, c'est sur DinMap, tu vas avec ton petit téléphone, tu vas sur ton serveur, et grâce à DinMap, tu vois tes potes où ils sont dans le monde, tu peux tu peux zoomer, enfin c'est vraiment Google Maps, quoi. Donc si tu veux avoir un chat digne de ce nom avec des couleurs, tu peux avoir des plugins pour ça, tu peux avoir des filtres anti-grossièreté, des filtres anti-spam, tu peux avoir un pont vers Discord, par exemple. Tu peux discuter, des gens sur Discord peuvent discuter avec des gens qui sont à l'intérieur d'un monde Minecraft, hein, tout ça existe. Donc voilà, tu peux transformer ton Minecraft en RPG avec MCMMO. Ça introduit des skills, hein, des niveaux. Avec Homestar, tu as une Hearthstone, comme sur World of Warcraft. Je vais pas me... Tu le dis bien. Non, mais il se fait tard, je vais essayer d'éviter de trop me la jouer avec l'accent anglais, quoi. Et voilà, et puis bon, bien sûr, évidemment, il y a aussi des plugins comme World Edit qui te permet d'éditer des mondes in-game. Donc tu peux copier-coller des structures ou des J'imagine morceaux que de c'est monde. grâce à ça que sont faits des reproductions de bâtiments réels dans Minecraft. Ça doit beaucoup aider. Oui, les trucs les plus... Oui, alors bien sûr, les trucs... pas forcément systématiquement, mais disons que la plupart des grandes structures sont aidées par... Évidemment, elles sont faites en mode créatif déjà. Hein, vous avez les blocs infinis, ça c'est un peu la base. Évidemment, quand vous faites un truc comme Westeros... voilà, vous pouvez les faire pour Real, bon, vous n'allez pas le faire en survival, c'est un peu présomptueux, mais il y a aussi World Edit, qui permet d'éditer les mondes, donc tu fais des copier-coller, tu as des brushes que tu peux utiliser pour faire des grandes structures, tu peux même utiliser des formules mathématiques, et surtout tu peux importer, exporter des morceaux de monde en structure, donc en NBT ou en schématix. Ça te permet évidemment voilà, c'est extrêmement puissant tout ça. Et du coup, oui. Excuse-moi, il y a peut-être d'autres Non, je t'en prie, vas-y, au contraire, vas-y. Du coup, toi, la démarche dans laquelle tu es quand tu joues à Minecraft, éventuellement avec tes amis, avec tes proches, vous vous dites quoi? Vous vous dites, tiens, on va se faire une soirée bac à sable, on se connecte, on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez justement la mise en application hyper précise, vous reproduisez un RPG? C'est quoi votre démarche quand vous jouez à Minecraft sur ton propre serveur? Et tu vas peut-être me dire, j'ai pas une démarche particulière, je teste des trucs tout le temps. Quelle approche tu as, en gros, avec le jeu, toi? Ouais, alors moi j'ai un problème avec Minecraft, c'est que je joue beaucoup à Minecraft sans entrer dans le jeu, parce que j'aime beaucoup essayer des plugins, des mods et administrer tout ça, c'est mon truc, c'est bon, voilà, je suis un bidouilleur, j'aime bien bidouiller ce genre de truc. Quand je suis dans Minecraft, effectivement, bon, après, ce qui est marrant, c'est que dans ce jeu, finalement, les tempéraments se révèlent, quoi. C'est-à-dire, il y en a qui aimeront plutôt aller taper du squelette, aller dans des donjons, tu vois, récupérer du loot, etc. Il y en a qui préféreront explorer, trouver voilà de nouveaux villages, de nouvelles contrées, de nouveaux paysages. Il y en a qui préfèrent construire des trucs, construire des bâtiments. Ou alors, au contraire, construire des routes, construire des infrastructures. Tu vois, il y en a qui préféreront chercher des animaux, ramener des animaux, faire de l'apiculture. Il y en a, c'est chacun son truc, en fait, et c'est très différent selon les personnes. Et tu peux très bien passer une soirée Minecraft à ne pas se voir, juste à discuter dans le jeu, mais à ne pas forcément se voir et être dans deux coins différents du monde. Et puis après, se rencontrer pour s'échanger des trucs, etc. Je pense que la liberté totale, en fait, c'est un vrai truc. C'est-à-dire, c'est comme si t'étais en vrai, quoi. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, évidemment. Hein, mais je sais que c'est un peu con ça a l'air un peu con quand je dis ça, mais quand t'es avec des potes en vrai, t'es pas forcément tout le temps l'un sur l'autre à discuter face à face, quoi. Tu peux être juste chez toi, il y en a un qui peut être en train de jouer un truc dans le salon, et toi, tu peux faire un autre truc dans la cuisine, tu vois. Ben, c'est pareil, en fait. Tu partages un même univers, tu sais que tu peux partager des trucs, tu peux te voir à n'importe quel moment, mais il n'est pas forcément en présentiel total, tu vois. Il y a cette espèce de reproduction du lieu, tu vois, plutôt que du jeu. Alors évidemment, après, on peut aussi... ça va dépendre des tempéraments, évidemment, ça va dépendre des trucs, quoi. Moi, j'aimais bien faire des cartes à une époque dans Minecraft. Tu peux faire des cartes géantes, c'est rigolo. C'est jusqu'à ce que je trouve DinMap, mais en tous les cas, c'était un truc, tu vois. Donc ça dépend vraiment des tempéraments, et
Et c'est pour ça aussi que ça a du succès, je pense. Hein. C'est parce que ça... Voilà, je sais pas toi ce que tu ferais sur Minecraft. C'est une excellente question parce que justement c'est exactement ce que je suis en train de me projeter. J'essaie de me projeter, de savoir comment est-ce que j'utiliserais ça. Je trouve qu'effectivement, je tombe probablement dans la catégorie que tu décris être la tienne, à savoir celle du itérer comme ça des configurations et presque, j'imagine, passer autant de temps à configurer des serveurs et à réfléchir à des choses que vraiment concrètement à jouer. Mais oui, j'ai l'impression que la variété est finalement la réponse de l'expérience ultime de Minecraft. Est-ce que ça veut dire que c'est des jeux et des configurations qui peuvent perdurer? Est-ce que tu as déjà vécu des situations où avec tes proches pendant plusieurs jours, vous vous dites bah tiens, on va continuer ce qu'on a commencé hier? Oui, bien sûr. Oui, non, mais en fait, tu peux rester des semaines à y aller, venir. Bah, évidemment, tu passes pas toute ta vie tout le temps, mais tu peux quitter, revenir, continuer un truc, te dire ouais, je ferai bien ça, et puis revenir plus tard. Et puis, quand la lassitude s'installe, tu peux soit changer de monde, soit rajouter un mode, tu vois, tu rajoutes un mode, ça relance un petit peu le truc, ou tu vois, un mode plus ou moins, qui change plus ou moins significativement l'expérience. Tu peux par exemple imaginer de partir sur un Minecraft standard et finir sur un Mine Colonies où tu fabriques, tu fais ta propre ville, tu crées tes propres NPC, etc. Et c'est quand même assez unique, du coup, peut-être, je sais pas si ça servira de conclusion, mais c'est quand même une réflexion qui me vient. J'ai l'impression que c'est quand même assez unique d'avoir une proposition ludique aussi connue, aussi finalement grand public, dont la narration est au mieux inexistante. Non, mais il n'y a pas de narration. Au pire, voilà, c'est ça. Il y a une ligne directrice, hein. Il y a une ligne directrice de gameplay dans Minecraft, puisque en fait, il y a une progression, voilà, les outils, voilà, t'habites le bois, la pierre, le métal, après l'or, le diamant, puis une fois que t'as le diamant, tu passes dans le nether, puis une fois que t'as le nether, tu peux faire grosso merdo des potions, de la magie, puis après, tu peux farmer pour avoir accès au portail de l'End, etc. Bon, et puis taper le dragon de l'End, et puis après c'est fini. Et puis après tu fais ce que tu veux. Mais de toute façon, en général, tu fais ce que tu veux, globalement. Ouais. Et ça, encore une fois, c'est sur le Minecraft normal, parce qu'après, voilà, il y a plein de trucs. Bon, en ce qui concerne le monde, le générateur intégré à Minecraft peut être d'ailleurs amélioré aussi, tu vois. Tu peux rajouter des biomes. Tu peux altérer aussi plus significativement les réglages, où tu peux même le bypasser complètement, hein. Il y a des datapacks comme New Vanilla, par exemple, qui va rendre le paysage plus spectaculaire, qui va modifier les arbres, qui seront plus grands et mieux foutus. Il y a Many More Biomes aussi, qui est un autre datapack, qui va rajouter des biomes, un biome méditerranéen, par exemple, avec des forêts de pierre ou des volcans. Et puis tu peux aussi changer totalement de générateur, hein. En plugins, on a Terra, et on a Terraform aussi. Donc Terra se fait un petit peu plus réaliste, et Terraform un peu plus fantasy, avec des arbres géants, et qui sont générés de manière procédurale. Et si on cherche le réalisme, le plus beau, c'est clairement Terraforged. Donc Terraforge, c'est un mode, par exemple, c'est pas un plugin, c'est un mode Forge, comme son nom l'indique. Et lui, il va créer des paysages magnifiques, des rivières crédibles avec de l'érosion, voilà, des grands espaces. C'est réglable, hein, d'ailleurs, les biomes et les terrains sont... Parce qu'en fait, les biomes et les terrains sur Terraforge ont tendance à être très grands, parce qu'ils sont plus réalistes, avec des grands espaces ouverts. Et ça donne une ambiance totalement différente de Minecraft, où les biomes sont assez ramassés, tu vois, parce que c'est aussi un choix de gameplay. Tu vois, le Grand Ouest américain, ça se joue pas pareil, tu vois, quand les biomes sont plus petits, t'as plus de variété, t'as plus de ressources à disposition. Bon, voilà, je sais pas si tu peux faire un générateur comme Terraforge en datapack, j'en doute, tu vois. Mais les datapacks permettent quand même énormément de trucs déjà, hein, donc pour rajouter ou altérer les structures, comme les villages, par exemple, les forts, les temples, etc. Donc voilà. Il y en a un qui améliore drastiquement les villages du désert, ou qui rajoute des villages de type méditerranéen aussi, tu vois. Il y en a un qui revisite complètement les forts des pillagers, oui, parce qu'il y a des pillards aussi, il y a des bandits dans Minecraft. Et donc voilà, il y a des de trucs comme ça qui placent des structures, des nouvelles structures. Il y a des modes qui rajoutent donc de nouveaux jeux. Donc il y a New in Town en termes de datapacks pour faire sa propre ville. Et donc il y a Techtopia en mode, il y a Mine Colonies comme je disais, c'est carrément The Settlers, tu vois. Donc c'est infini. Bon, attention, hein. Et par contre, si tu veux créer ton serveur ultime, donc comme je disais, je vous souhaite bienvenue dans le méta-jeu de création qui s'appelle Servercraft. Parce que, bien entendu, tous ces trucs sont pas forcément compatibles entre eux. Et oui. Quel enfer. Parce que vous devrez déjà choisir datapack, mode ou plugins. Et si vous choisissez des modes, il faut que vous choisissez des modes Forge ou Fabric. S'agissant que tous les modes ne sont pas compatibles server-side, parce qu'ils pourront demander à vos joueurs d'installer des trucs.
Et les modes peuvent avoir des dépendances, donc ils doivent être compatibles avec votre version du serveur, les librairies aussi, tous sont pas mis à jour d'ailleurs. Si vous optez pour les plugins, même punition, la compatibilité c'est quand même un peu plus facile avec les plugins, si vous savez que le plugin c'est forcément server-side. Mais quand même, surtout, sachez que Paper et Spigot n'aiment pas les datapacks. Il y a certains qui marchent très bien, puis il y en a d'autres comme New In Town qui marchent pas du tout. Donc créer des modpacks ou des serveurs entiers qui soient très customisés, c'est quand même pas mal de temps de passer à tester des trucs qui marchent pas, et parfois qui marchent pas sans rien dire, évidemment. Donc sachant aussi qu'au plus vous empilez les mods, au plus la génération du monde prend de temps, au plus il y a de chances qu'il y en ait deux qui se fritent entre eux, de mods. Donc c'est un jeu qui est marrant en soi, quelque part. Et puis un méta-jeu en fait. C'est un méta-jeu, c'est exactement. Donc voilà, c'est rigolo de taper du squelette dans les grottes en groupe, ou de creuser des montagnes pour se faire sa petite moria perso, ou de se balader à cheval dans la pampa, juste, voilà, ou de se faire bolosser par des cochons zombies, bien entendu, c'est possible aussi, tout ça pour quelques pépites, d'explorer un vaste monde, voilà, à défaut du vaste monde qui est dehors, mais bon voilà, au moins vous le faites sans masque. Donc voilà, sinon effectivement vous pouvez vous faire des datapacks, c'est un jeu en soi, lancez-vous, moi je pense que c'est quand même c'est rigolo, pensez juste à faire des backups, ce serait dommage que cette reconstitution de Carcassonne soit perdue à jamais à cause d'un mode malheureux, voilà, mais puis en plus il y a des plugins pour ça, pour faire des backups. Ah, ça a l'air d'être effectivement un univers, et c'est sans mauvais jeu de mots, un univers incroyable, effectivement, la variété des différents jeux, et effectivement, considérer Minecraft comme un jeu serait, a priori, de ce que je comprends, extrêmement réducteur, il faut plutôt le voir comme une gamme de jeux, en fait. Et j'ai même pas parlé des machines, parce qu'en fait, là, moi, bon, ça c'est Minecraft de base, mais Minecraft, en fait, il y a aussi la Redstone, qui permet de faire des petites machines, donc des trucs interactifs. Et il y a aussi tout ce qui s'apparente au scripting et aux command blocks, qui permettent en fait, d'exécuter des commandes Minecraft, mais faites par des blocs, de les faire interagir. Bon, il y a des trucs, en fait, c'est des jeux entiers. Il y a un truc qui s'appelle Dremal, qui est en fait un RPG qui est comparable à un truc comme Skyrim, quoi. C'est une map faite à la main, avec des trucs, tout est fait à la main, enfin c'est assez extraordinaire, et il est très joli en fait. Et bon voilà, c'est presque un jeu fait sur Minecraft, parce qu'en fait c'est vrai que Minecraft, tu dis que c'est pas un jeu, quelque part Minecraft c'est plus une plateforme en fait, que jeu en soi. D'où le fait qu'il y a, pour peut-être aussi être exhaustif là-dessus, Minecraft pour le monde de l'éducation, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change ? Honnêtement, j'ai jamais utilisé. Je pourrais pas trop te dire. Il y a Minecraft pour l'éducation, je sais pas. Après, je sais. Non, franchement, j'ai jamais utilisé le truc Minecraft pour l'éducation. Je pourrais pas te dire. Eh ben, on jettera un coup d'œil, où je suis à peu près persuadé qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui sauront nous en dire plus. Merci beaucoup, ça m'a presque donné envie, Guillaume, de me lancer dedans. Ça m'a fait un petit peu peur par certains aspects, parce que je pense que déjà j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Je sais pas si j'aurai encore plus de temps pour jouer et méta-jouer, mais je trouve ça captivant. Et surtout, ça me fait voir effectivement Minecraft sous un autre jour, puisque je regardais les images extraites de Terraforge, et c'est bluffant en fait quand on voit les images en miniature. Il faut un petit peu regarder dans le détail pour se rendre compte que ce sont des blocs, et c'est proprement magnifique. J'imagine que là aussi il y a tout un univers du jeu qu'il faudrait couvrir, qui est constitué d'artistes qui utilisent Minecraft pour de la constitution graphique. Enfin bon, j'imagine que c'est effectivement sans fin. Merci beaucoup Guillaume pour cette valorisation de Minecraft. Il est grand temps que tu puisses nous dire et nous rappeler peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, forcément. Quand je suis pas à m'arracher les cheveux sur des mods Minecraft qui sont incompatibles, je suis souvent sur Tech Café, où j'essaie d'officier, et j'essaie malgré tout de raconter pas trop d'idioties, malgré donc Minecraft qui détruit ma productivité encore un petit peu en ce moment. Oh, c'est garanti, t'en fais pas. Merci beaucoup Guillaume pour ce bel exposé de cet univers vidéoludique qu'est Minecraft. Merci beaucoup à vous d'écouter Paraculte. On compte sur vous pour partager cet épisode aux personnes qui, autour de vous, pourraient être intéressées par cette démarche, que ce soit d'installation de serveurs, que ce soit autour du jeu, ou pourquoi pas autour de l'éducation. Surtout faites-nous vos retours, c'est évidemment extrêmement précieux. Rendez-vous chaque semaine dans Tech Café, un autre podcast effectivement sur l'actualité tech avec ses impacts sur la société. Merci beaucoup de votre écoute, à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.